raconte. Christophe Ondelatte. En 2017, Natacha Fortage, 48 ans, mère célibataire, tue son compagnon d'un coup de couteau de cuisine. Elle a visé le cœur, elle ne lui a laissé aucune chance. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction de Natacha Fortage. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Le 31 octobre 2017, à 19h30, Natacha Fortage compose le 17. Monsieur Adil ne respire plus. Je comprends pas, je voulais pas le tuer. Calmez-vous, madame. Où êtes-vous, madame? Boulevard Georges Pompidou, à Bordeaux. Je voulais pas le tuer. Cinq minutes plus tard, les policiers découvrent Natacha Fortage, complètement ivre. Elle répète qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé, qu'elle ne voulait pas tuer son compagnon. Et en pleurs, elle demande aux policiers: Dites-moi qu'il n'est pas mort. Adil Zaki, 34 ans, est mort. Natacha Fortage est placée en garde à vue. Ordonnance de mise en accusation de Natacha Fortage. Natacha Fortage était transportée au CHU Pellegrin en raison de douleurs dont elle se plaignait sur plusieurs parties du corps, dont la mâchoire. Il était aussi procédé à un prélèvement sanguin qui confirmait son état d'ivresse manifeste. 1,68 grammes par litre de sang. Plusieurs voisins rapportaient que Natacha Fortage s'adonnait régulièrement à la boisson avec son compagnon. Son comportement devenait très agressif après qu'elle ait bu. Les querelles avec son concubin étaient récurrentes depuis 6 mois et il lui arrivait d'être dans un état d'énervement important, même lorsqu'elle était seule. Elle rencontre la victime dans le bar où elle travaille. Le docteur Paul Bonon, expert psychiatre. Rapidement, il y a une forme de sympathie qui se met en place, qui s'installe, s'apercevant que cet homme est également socialement dans la mouise et qu'elle veut aussi pouvoir éventuellement l'aider à se sortir de cette mouise. Mais très rapidement, ce qu'elle constate, mais qu'elle n'arrive pas à mettre à distance, c'est le comportement jaloux, particulièrement jaloux et possessif de cet homme. Elle était devenue en quelque sorte sa chose et elle, bien qu'elle en ait conscience, elle n'arrivait pas à dire stop. Jusqu'à un moment, au bout de quelques semaines, parce que leur liaison a été de courte durée, où elle ne supporte plus à la fois la jalousie, les menaces par rapport à cette jalousie, et une forme de déqualification. C'est une femme quand même de petite taille, de corpulence mince, et bien pour se défendre, elle utilise ce qu'elle a sous la main. Elle récupère dans le mouvement de l'altercation le couteau, et ce couteau va devenir l'arme finalement fatale. Et elle ne voulait pas du tout lui faire du mal, mais il est venu vers elle, et elle emploie le terme, il s'est embroché. Et il se trouve qu'il s'agit d'un coup mortel. Par rapport au dossier, il n'y a aucune variabilité dans ses propos, et moi je la crois. Elle explique aussi qu'elle avait bu du rhum, vu qu'elle ne travaillait pas ce jour-là. Et d'ailleurs, c'est confirmé par l'alcoolémie à 1,68 g, ce qui n'est pas anodin pour une femme quand même de petite taille, de corpulence plutôt mince. Et donc, l'alcool, c'était pour se libérer, se détendre, se déconnecter en quelque sorte de sa situation du moment. Vous savez, docteur, je l'ai tué, mais je voulais pas ça. C'est un accident. Je l'aime encore.
Moi, quand je l'ai rencontrée, et tout au cours de l'examen, elle a fait preuve d'authenticité. Ouais, elle s'est pas cachée derrière son petit doigt, comme on dit. Très rapidement, elle a essayé d'arrêter l'hémorragie quand elle a vu qu'il saignait. Xavier Soulon, expert psychologue. Elle dit l'avoir massé et avoir appelé les secours très rapidement. Si elle avait vraiment voulu le tuer sans problème, elle n'aurait pas fait ça, quoi. Déjà, d'une part, enfin moi, c'est ce que je pense. Et je pense que, voilà, au niveau de sa personnalité, c'est pas quelqu'un qui était dans le registre de la manipulation. Parce que ça aussi, c'est des choses qu'on peut repérer à l'expertise, des gens qui sont plutôt manipulateurs de manière générale. Là, dans ce qu'elle fait, elle le fait de façon très sincère, très authentique. Quand elle va parler, moi, effectivement, des faits, elle va pas du tout minimiser et elle va évoquer effectivement de forts regrets. Elle va pleurer, mais c'est pas des larmes de crocodile, c'est pas des pleurs forcés. Elle va dire qu'elle regrette absolument ce qui s'est passé. Elle a cru que Adil allait la tuer. Donc ça a été un premier traumatisme, je pense, pour elle. Elle a vu la mort de près. Et en plus, par derrière, elle vient tuer cet homme-là. Donc ce double événement va créer cet état de post-traumatique et durable chez elle. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontrée, donc quelques mois plus tard, après les faits, c'est quelque chose qui était encore présent. C'est-à-dire qu'elle faisait des cauchemars réguliers par rapport à la scène. Elle avait des reviviscences, des flashs en journée qui arrivent de façon comme ça involontaire et qui la mettent à mal, qui créent des crises d'angoisse, des attaques de panique. Voilà, tout un tas de phénomènes qui vraiment attestent de cet état de stress post-traumatique, mais créé par cette situation-là en fait. C'est une femme à l'époque qui avait 48 ans, qui était d'allure très frêle, donc une petite bonne femme quoi, une taille poids moyen, mais quelqu'un qui pour le coup on sentait que c'était pas quelqu'un qui était habitué de ce type de situation. Vous voyez, au contraire d'autres personnes, d'autres prévenus que je peux rencontrer qui sont multirécidivistes, elle, on sentait bien que c'était pas du tout son milieu quoi, le milieu carcéral. Madame Fortage, c'est quelqu'un qui dès le départ a eu un départ dans la vie un peu compliqué, c'est-à-dire qu'elle est née d'un père, donc elle l'appelle son géniteur, qu'elle n'a jamais connu, et d'une mère qui était aide-soignante, et donc celui qu'elle appelle son géniteur, il a quitté sa mère quand elle était enceinte, donc ça commence un petit peu mal pour elle, avec cette absence de père. Et ensuite, très rapidement, sa mère va faire la connaissance d'un jeune homme du côté de Royan, avec lequel elle est restée peu de temps. Et elle est partie vivre ensuite à Chambéry. Et Madame Fortage, en fait, à ce moment-là, elle était souvent gardée en fait par les parents de ce jeune homme-là, qui vivait à Chambéry. Et pendant cette période, cette mère, la mère de Madame Fortage ne s'est absolument pas occupée d'elle. Il y a eu un signalement effectué par les personnes qui la gardaient, donc par les parents du compagnon de Madame Fortage. Et alors elle va être confiée à ce moment-là à sa grand-tante et à son grand-oncle qui vivaient donc à Cadillac en Gironde. Et donc elle va faire plusieurs allers-retours entre Chambéry et Cadillac entre l'âge de 2 et 3 ans, parce qu'en fait sa mère va faire plusieurs fois appel des décisions de placement, donc elle va récupérer plusieurs fois sa fille, enfin il va y avoir des allers-retours comme ça. Donc vous voyez, déjà en termes de stabilité pour la construction psychique de Madame Fortage, ça a été quelque chose de compliqué. Et à ce moment-là, le juge des enfants va décider en fait une adoption plénière par sa grand-tante et son grand-oncle quand elle a environ 3 ou 4 ans. Et là, elle va partir définitivement chez eux, à Cadillac, et elle ne va plus revoir sa mère en fait. Code B13, expertise psychologique de Xavier Soulon. À partir de son adoption, Madame Fortage décrit une enfance heureuse, pleine d'amour, de tendresse et de chaleur. Elle raconte qu'elle faisait beaucoup de câlins à ceux qu'elle considère comme ses parents et qui le lui rendaient bien. Natacha Fortage évoque une adolescence dans la même dynamique, heureuse et sans problème particulier.
En fait, la première partie de sa vie, et on sait que il y a beaucoup de choses qui sont écrites maintenant sur les 1000 premiers jours, sur l'importance des 1000 premiers jours, et on voit que les 1000 premiers jours de la vie de Madame Fortage ont été plutôt chaotiques et pas très aidants ni très structurants. Ce qui fait que elle, ce qu'elle a pu, par exemple, avoir comme construction du monde, ça peut être, par exemple, sur la question justement de l'abandon, qui est quelque chose de prégnant chez elle, c'est « je suis voué à être abandonné », par exemple, ou « je ne peux pas être aimé ». Et c'est ça qui s'est construit. Malgré le fait que, par la suite, elle va être beaucoup aimée par son grand-oncle et sa grand-tante. Code B13. Expertise psychologique de Xavier Soulan. Nous relevons quelques éléments caractéristiques dans l'enfance de type traumatique, comme l'abandon par son père géniteur, la maltraitance par négligence de sa mère génitrice, puis son placement chez sa grand-tante et les allers-retours chez sa génitrice. Tous ces facteurs ont pu fragiliser la construction du sentiment de sécurité intérieure de Natacha Fortage. Ce qu'on écrit souvent, c'est que pour qu'un enfant se structure de façon sécure et crée un attachement suffisamment sécure, on dit qu'il faut qu'il sache bien s'attacher pour mieux se détacher. Et du coup, elle n'a pas pu s'attacher correctement. Donc c'est compliqué de se détacher. Et c'est ce qui fait que elle va être soumise à une sorte de dépendance affective aussi, et en se structurant sur ce modèle-là, avec cette crainte de l'abandon permanent en fait. Ce sont des choses qui sont inconscientes. Ce qui fait que, c'est pour ça qu'on s'en souvient pas. Il y a ces constructions du monde qu'on va créer très tôt, à travers nos expériences de vie précoces, qui vont devenir inconscientes. Et il y a ce qu'on peut appeler notre programme officiel, conscient, c'est ce que je veux. Et c'est souvent contradictoire. Ce qu'elle veut, elle, c'est qu'elle veut être aimée, elle veut recevoir de l'amour, elle veut, dans ses relations affectives, trouver des hommes qui vont l'aimer, qui vont être tendres avec elle, et qui vont surtout pas l'abandonner. Mais sa construction du monde précoce, c'est je suis peut-être voué à l'abandon, je mérite pas d'être aimé, ou voilà. Et il y a une opposition comme ça qui fait que, mais comme cette construction est plus ancienne, le risque c'est que, à travers d'autres expériences, elles viennent valider d'autant plus cette construction du monde, inconsciemment. Je vous donne un exemple, voilà, il suffit que son grand-oncle et sa grand-tante la punissent pour X raisons, parce qu'elle a fait une bêtise, elle va se sentir abandonnée à nouveau. Et donc ça va amplifier cette construction du monde, même si par ailleurs, elle reçoit de l'amour. Elle a une histoire particulière comme beaucoup d'enfants adoptés. Le docteur Paul Bonon, expert psychiatre. Ça se retrouve fréquemment chez les personnes ayant le même parcours avec l'adoption et avec ces difficultés finalement à comprendre pourquoi ils ont été abandonnés par les parents biologiques et même si les parents adoptifs se sont montrés présents et de bonne qualité, il y a quelque chose qui reste finalement de pourquoi, du pourquoi, et finalement cette tendance à vouloir être reconnu, à être soutenu, et une forme de dépendance qui s'inscrit bien malgré ces personnes dans leur parcours. Et souvent, leur parcours est émaillé d'instabilité dans le cadre justement de leur rencontre, de leur liaison sentimentale ou affective. C'est en tout cas ce qui s'est passé au cours de son histoire, jusqu'au fait avec cette femme qui est relativement attachante. Elle est attachante parce que c'est une femme qui, on sent, a souffert et souffre. On le voit à travers les mots qu'elle emploie, mais aussi à travers son comportement non verbal. Elle s'est saisie de l'espace qui lui était permis d'avoir dans le cadre de l'expertise pour vraiment se libérer, essayer finalement, pas de s'effondrer, mais d'exprimer le vécu qui était le sien et les difficultés qu'elle a pu rencontrer finalement à l'origine de son passage à l'acte. Elle va au-delà de l'expertise parce que je pense qu'elle a ressenti une certaine forme d'importance par rapport à ce qui lui est reproché, mais aussi d'essayer d'expliquer son histoire, son parcours. Et moi, je lui ai laissé le temps
de pouvoir justement utiliser l'espace qui lui était offert pour s'exprimer, s'extérioriser et en quelque sorte que toutes les barrières qu'elle aurait pu mettre en avant puissent être totalement éclatées de façon à ce qu'elles soient authentiques. Code B16. Rapport d'expertise psychiatrique du docteur Bonan. La scolarité de Natacha Fortage a été moyenne sans aucun redoublement. En 3e, à l'âge de 17 ans, elle décide d'entrer dans le monde du travail. Son adolescence s'est déroulée sans crise, sans rébellion, sans contestation. Elle va travailler pendant 4 ans dans la restauration, puis pendant une dizaine d'années dans le secrétariat. Après un licenciement économique, elle retourne vers des emplois dans la restauration. Elle assure qu'elle a toujours été appréciée par ses employeurs, car elle a toujours eu un bon contact. C'est une femme plutôt triste, une femme qui finalement a une existence marquée par la tristesse, mais aussi par cette recherche de trouver quelqu'un qui pourrait à la fois la comprendre, la soutenir et lui permettre d'être gaie, ce qu'elle n'est pas. Et quand elle est dans une situation plus ou moins compliquée, c'est l'alcool qui vient compenser. L'alcool qui est un substitut finalement par rapport à son stress, à ses stress, par rapport à son existence, comme si finalement l'alcool pouvait lui apporter un peu plus de joie. Code B13. Rapport d'expertise psychologique de Xavier Soulan. Natacha Fortage évoque un premier rapport sexuel à l'âge de 17 ans avec un homme avec lequel elle vivra pendant 16 ans. À l'âge de 42 ans, Madame Fortage tombe enceinte suite à une relation furtive avec son employeur de l'époque. À ce moment de sa vie, elle dit s'être sentie apte à élever un enfant et à souhaiter le garder. Le père a reconnu cet enfant au bout d'1 mois en acceptant de tenir son rôle de père, à minima, selon Madame Fortage. Son fils a aujourd'hui 6 ans. À partir du moment où elle a plus cette relation-là, on a vu qu'elle avait des petites relations qui duraient pas. Xavier Soulan, expert psychologue. Et je pense que c'était effectivement lié à cette structuration-là, avec l'idée, ça dure pas, je prends pas le risque d'être abandonné, je m'attache pas en fait. Si je m'attache pas, je prends pas de risque d'être abandonné. Et du coup, là, ce qui était compliqué pour elle, c'est que elle pensait que Monsieur Zakin n'allait pas s'accrocher autant à elle. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait en fait. Au bout de 15 jours de relation, il l'a demandé en mariage. Donc là, elle a été un peu prise au dépourvu, mais elle a refusé, quoi. Elle s'attendait pas à ça. Et ils ont quand même continué la relation de façon ponctuelle. Au bout d'1 mois, il a voulu qu'elle l'accompagne au Maroc avec lui. Elle a de nouveau refusé. Et elle dit là qu'à ce moment-là, ça commence à lui faire peur un peu cette insistance et cette omniprésence. Mais néanmoins, elle aussi commençait à ressentir un certain attachement, donc elle était un peu prise là-dedans. Elle l'aimait beaucoup et donc elle fermait les yeux un peu sur ce comportement-là. Donc ça s'est fait effectivement très progressivement et au bout d'1 mois et demi, elle dit qu'elle s'est rendue compte que ce monsieur était un peu manipulateur, qu'il voulait gérer sa vie, qu'il n'avait pas de travail, qu'il passait ses journées au PMU, qu'il était aussi souvent toujours sur son dos, qu'il observait tout ce qu'elle faisait. Donc là, elle commençait à se sentir mal à l'aise dans cette relation et elle avait même ses proches qui lui disaient ça serait peut-être bien de le quitter, parce qu'elle décrivait un petit peu le comportement de Monsieur Zaki et il lui disait c'est pas tout à fait normal, fais attention. Malgré tout, elle dit qu'à ce moment-là, elle était vraiment tombée amoureuse, donc c'était vraiment compliqué là pour le coup de le quitter parce qu'il y a quelque chose qui, elle est amoureuse, il y a quelque chose qui lui plaisait chez cet homme-là, malgré le fait qu'il a commencé à la battre dès le 2e mois de leur relation. Code B13. Rapport d'expertise psychologique de Xavier Soulan. Natacha Fortage décrit des scènes de jalousie où son compagnon l'a frappé, l'insulté, parfois devant son fils. Elle dit qu'elle n'a jamais voulu porter plainte car elle ne voulait pas lui faire du mal.
On peut noter ici la notion d'emprise amoureuse que vivent certaines femmes et qui les empêche de se défendre contre leurs conjoints violents. Il disait que toutes les femmes étaient des putes pour lui, etc. Il avait un comportement, il l'a filmé nu pendant son sommeil, donc il avait quand même un comportement très particulier. Et donc un soir où il est venu au bar où elle travaillait, il est venu la harceler. La patronne de Madame Fortage a mis Monsieur Zaki dehors. Et pour se venger, il a vandalisé le véhicule de Madame Fortage au point qu'elle pouvait plus s'en servir. Donc vous voyez, ça continue, quoi, les accès de violence. Et plus elle veut se séparer de lui, plus il recherche lui à réavoir une emprise sur elle. Code B13. Rapport d'expertise psychologique de Xavier Soulan. Madame Fortage pardonnait tous les excès de violence de son compagnon. Elle revenait avec lui après chaque dispute. Quand elle sortait avec lui, elle ne pouvait regarder personne dans la rue sous peine de se faire frapper. Il a encore un peu plus accéléré, on va dire, les choses en termes de jalousie et de maltraitance. Il demandait l'exclusivité, il la menaçait de mort, il menaçait de mort son fils. Il restait devant chez elle, il tapait devant sa porte. En fait, il la suivait, elle pouvait regarder personne dans la rue. Enfin bon, c'était quelque chose d'envahissant. Et elle dit que de la même manière, au niveau des rapports sexuels, c'était la même chose. C'est-à-dire que ça se passait bien au début, elle prenait beaucoup de plaisir. Et puis, il y a eu des violences qui ont commencé. Il a pu lui imposer des rapports pendant qu'elle dormait, en la maintenant par les bras. Il l'a également amené à pratiquer des choses qu'elle n'avait jamais pratiquées, qu'elle voulait pas forcément pratiquer, mais elle dit qu'elle acceptait par amour pour lui, même si ça l'a dégoûté. Enfin bon, tout un tas de choses comme ça. Il a même été jusqu'à lui demander de pratiquer un mariage blanc avec un ami à lui, ce qu'elle a quand même réussi à refuser, quoi. Ordonnance de mise en accusation de Natacha Fortage. Le soir des faits, Natacha Fortage est rentrée à son domicile vers 17h. 2 heures plus tard, son compagnon, Adil, était arrivé. Natacha Fortage paraissait très excitée, elle hurlait au téléphone en s'en prenant à sa sœur. Les voisins racontaient qu'Adil et Natacha Fortage s'étaient ensuite très fortement alcoolisés. Il l'a à nouveau insulté, donc ça a dérapé, il l'aurait attrapé par la gorge sur le canapé et l'a roué de coups de poing, selon ses termes à elle. Elle a essayé de l'esquiver, d'attraper son téléphone pour aller appeler la police. Il lui aurait pris des mains et il l'aurait jeté tout en continuant à la cogner et en essayant de l'étrangler de plus en plus. Donc c'est à ce moment-là qu'elle dit avoir pensé qu'il allait la tuer, donc elle a eu peur pour elle. Et elle dit que plein de choses me sont passées par la tête, ce sont ses mots. Et donc là, elle a réussi à le pousser suffisamment fort pour se lever et partir dans la cuisine, et lui la suivant derrière. C'est à ce moment-là qu'elle aurait donc attrapé un couteau. Alors elle se souvient plus de qu'elle-même quand je l'ai rencontrée, pour le menacer. En fait, l'idée c'est pour elle, c'était de le menacer, qu'il arrête. Elle s'est retournée alors qu'il l'a rattrapé en lui disant ne me touche pas. Et là, elle dit qu'elle a pas eu l'impression de l'avoir touché, parce qu'il se serait retourné et serait reparti tranquillement. Donc elle pense que c'est en lui disant, il aurait vu le couteau et en lui disant ne me touche pas, qu'il se serait reparti tranquillement. Elle s'est dit qu'elle lui avait fait peur, mais c'est quand elle a entendu en fait un grand bruit dans le couloir et qu'elle l'a vu par terre avec du sang partout qu'elle avait pris conscience à ce moment-là de l'avoir touché avec le couteau, quoi. Malheureusement, toutes les planètes, comme on dit, étaient alignées à ce moment-là pour que ça se passe, quoi. Et on se dit, est-ce que ça pourrait pas m'arriver un jour, quoi? Donc ça questionne un peu. Ça questionne un peu. Je me souviens d'une femme qui était à ce moment-là évidemment en souffrance, qui vivait assez mal cette détention provisoire. C'est souvent le cas évidemment, mais elle, c'était, je veux dire, peut-être encore plus vif que pour la plupart des personnes mises en examen et détenues. Maître Julien Plouton, avocat de Natacha Fortage. Parce qu'il y avait déjà chez elle un très fort sentiment de culpabilité, et puis le fait qu'elle était la mère d'un petit garçon qui avait, je crois à l'époque,
aux alentours de 7 ans, qui avait été autorisée par le juge d'instruction à venir lui rendre visite à la maison d'arrêt. Elle était, je me souviens, extrêmement angoissée et totalement désemparée par rapport au procès à venir et à la peine qu'elle pouvait encourir. Dès le départ, indiqué qu'elle était l'auteur de ces faits. C'est elle qui appelle les secours d'ailleurs, et dans l'appel au secours, elle explique tout de suite que c'est elle qui a poignardé son compagnon. Mais elle a toujours et tout de suite indiqué qu'elle n'avait jamais eu l'intention de le tuer et que le geste qu'elle avait effectué, cet acte de violence, était en réalité un acte de défense pour se protéger des violences qu'elle venait de subir. Natacha Fortage est mise en examen pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de l'être donnée. Après 6 mois de détention provisoire, elle recouvre la liberté, mais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Son procès à venir et un probable retour en prison. Elle a retrouvé un emploi, elle a réussi à conserver la garde de son petit garçon, elle s'est reconstruite, elle a un logement, elle a entamé des soins pour prendre à charge ses problématiques d'addiction, notamment de consommation d'alcool. C'est-à-dire que tout va bien pour elle, si ce n'est qu'il y a cette échéance-là, terrible, brutale évidemment aussi pour elle, qui est ce procès d'assises. Et en ce qui concerne Natacha Fortage, elle n'a effectué que quelques mois de détention provisoire. Elle est sous une qualification lourde avec un homme qui a perdu la vie du fait de son acte. Donc elle sait qu'il y a ce risque très très élevé d'être réincarcérée à l'issue de l'audience. Donc notre travail, c'est évidemment de l'accompagner dans ce cheminement personnel, de se préparer psychologiquement à cette nouvelle incarcération qui va induire une perte d'emploi, le risque de perdre son fils à nouveau, c'est-à-dire une nouvelle séparation affective, qui est quelque chose de très douloureux évidemment. Et puis il faut aussi gérer son angoisse de cette sanction. Elle sait qu'il va y avoir une sanction, elle l'accepte d'un point de vue, j'allais dire, intellectuel, mais il faut qu'elle puisse l'accepter presque physiquement, charnellement, parce que ça entraîne une nouvelle privation de liberté. C'est quelque chose évidemment qui est d'une grande violence pour elle et qui va faire remonter toutes ces angoisses qu'elle a tenté de mettre de côté pendant ces plusieurs mois d'information judiciaire où elle a été libre. Il y a ce mécanisme assez classique d'occultation de ce qui peut arriver. On essaie de se reconstruire, de se projeter, mais c'est vrai qu'arrive le moment du procès et là, évidemment, on est confronté à nouveau à cette situation. Natacha Fortage, 51 ans, est aujourd'hui jugée devant la cour d'assises de la Gironde. 3 ans plus tôt, elle a tué son compagnon d'un coup de couteau près du cœur. La mère célibataire d'un enfant de 6 ans a expliqué qu'elle cherchait seulement à se défendre des coups de son compagnon. Ses avocats vont-ils plaider la légitime défense ? Les quelques dossiers où des acquittements ont été prononcés, ils sont très très rares dans de telles situations. Ce sont des dossiers où il y avait des relations conjugales d'une dizaine, voire d'une vingtaine d'années, avec des faits de violence extrêmement importants, récurrents et réguliers, des situations d'emprise qui avaient été mises en évidence par les experts. On n'a pas ces éléments dans ce dossier. On a des faits de violence subis, mais qui sont assez légers, espacés, une relation de courte durée et une accusée, puisqu'à ce moment-là, elle est accusée, qui elle-même est capable de violence, qui a quand même une forte personnalité, qui est capable de s'opposer, qui a commis des violences également sur son ex-compagnon, qui est dans un état d'alcoolisation non négligeable. On a au dossier des témoins qui évoquent son état d'énervement particulièrement important ce soir-là, puisqu'ils ont entendu la dispute. C'est elle qui est à l'origine de cette dispute. Donc on n'a pas les éléments pour plaider une légitime défense. Donc on va plaider ce que j'ai qualifié de défense légitime, c'est-à-dire qu'on va en réalité plaider le contexte et les circonstances atténuantes. Faites entrer l'accusé.
C'est une jeune femme marquée. Le docteur Paul Bonon, expert psychiatre. Par tout ce qu'elle entend, par les conditions d'un procès d'assises, qui sont des conditions quand même relativement lourdes et stressantes. Et c'est une femme qui a plus souvent le regard vers le sol et qui finalement veut assumer l'acte. Elle ne donne pas d'excuses à son acte, elle dit simplement que c'est involontaire, mais c'est pas une excuse en soi pour elle. C'est de se dire, j'ai quand même ôté la vie à quelqu'un que j'appréciais et que j'aimais. Elle va même aller jusqu'à reconnaître que sa réaction n'a pas forcément été complètement adaptée et que peut-être, sans cette consommation d'alcool, elle aurait pu gérer cette situation conflictuelle extrêmement difficile pour elle d'une toute autre façon. Donc on est face à quelqu'un de lucide, dans l'empathie, capable de faire son autocritique, qui a été capable d'analyser avec le recul ses comportements, qui a eu une évolution extrêmement rassurante et favorable, notamment lorsqu'elle a bénéficié de cette mesure de contrôle judiciaire. Et l'avocat général ne tient pas du tout compte de tout cela et s'en tient, j'ai envie de dire, à l'acte matériel. Voilà, c'est-à-dire qu'il a fait des réquisitions basées sur l'acte qui a été commis et le décès de cet homme, mais sans prendre en compte la personnalité de l'auteur de ces faits. Elle a tué, elle est coupable, c'est donc une peine extrêmement lourde qui doit être prononcée. Elle n'a aucune excuse, aucune circonstance atténuante. Mesdames et messieurs les jurés, je vous demande de condamner Madame Fortage à une peine de 14 années de réclusion criminelle. C'est vrai qu'on est pris de vertige, on s'y attend pas. Très clairement, on s'y attend pas, compte tenu du déroulé de l'audience. On espérait évidemment que les réquisitions tiennent compte de ces débats, de la personnalité de cette femme, et là on se rend compte que ça ne va pas être le cas et qu'il va vraiment falloir se battre et ferrailler jusqu'au bout pour faire en sorte que les jurés, les magistrats professionnels aillent sur ce terrain du contexte. Maître Plouton, vous avez la parole pour la défense de Madame Fortage. Il y a des clients qui nous touchent plus que d'autres, mais c'est vrai que pour Natacha Fortage, c'était véritablement quelqu'un qu'on avait envie de défendre, quelqu'un qui nous touchait, avec qui il y a des liens particulièrement forts qui s'étaient noués tout au long de ces mois, quelqu'un dont on sentait la profonde détresse, et donc bien entendu qu'on a envie de se battre pour elle et qu'on essaye de transmettre à la cour aux jurés toute l'humanité qu'elle a en elle. Voilà, c'est ça qu'on a essayé de faire passer, qu'on arrête de la regarder comme une criminelle, mais qu'on puisse à un moment donné la regarder comme une femme en souffrance, comme la mère d'un petit garçon, comme une femme qui a été violentée, comme une femme qui n'a pas eu de chance dans sa vie, qui n'a pas choisi de ne pas avoir de père, qui n'a pas choisi d'être maltraitée, abandonnée par sa propre mère, qui a peut-être mal choisi ses compagnons, mais ses mauvais choix s'expliquent par ce parcours de vie. Et qui n'a surtout jamais eu l'intention de donner la mort à qui que ce soit, qui s'est retrouvé pris dans un engrenage, une spirale infernale qui l'a complètement dépassé et qui l'a amené à commettre ces faits qu'elle regrettera toute sa vie. La cour! La sonnerie retentit et la cour et les jurés font leur entrée et là on a l'estomac complètement noué. Moi je croise souvent les doigts discrètement sous la robe. C'est un moment d'angoisse absolue. J'essaie de me mettre à la place de la personne que je défends, qui est là dans mon dos, dans le box. Donc c'est un moment d'une extrême angoisse et c'est vrai que la décision tombe un peu comme le couperet de la guillotine, même si c'est plus le cas aujourd'hui, mais les mots claquent. Et il y a la décision de culpabilité, ça c'est pas du tout un mystère, la culpabilité dans ce dossier n'était pas contestée, et tout de suite après il y a la peine qui est prononcée, ce sont des chiffres qui sont annoncés, qui sont livrés avec toutes les conséquences que ça peut générer derrière. Madame Fortage, la cour d'assises, après en avoir délibéré, vous condamne à la peine de 6 années de réclusion criminelle. L'audience est levée. Il y a un immense soulagement évidemment par rapport aux réquisitions qui avaient été développées.
Et on sait tout de suite que dans la mesure où elle n'a fait que 6 mois de détention provisoire, ça veut dire qu'elle va être incarcérée obligatoirement dans les instants qui suivent et qu'elle va retourner en prison à la maison d'arrêt de Gradignan. C'est cette violence-là aussi pour elle, c'est-à-dire une nouvelle séparation avec son fils, la perte de son emploi. C'est très dur, on va la voir, on a un échange, elle est soulagée, elle nous remercie, même si évidemment il y a cette angoisse qui est là, liée à cette nouvelle incarcération. Et je crois que je m'en souviens très très bien, elle nous demande de ne pas l'abandonner et de continuer à la suivre jusqu'au bout. Évidemment, on lui en fait la promesse. C'était On de la raconte Côte B, rédaction en chef Guillaume Maury, stagiaire Émile Provost, réalisation Mathieu Fret. Le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin. Retrouvez On de la raconte Côte B tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1.